Do you have any idea how crazy you are? You mean the nature of this conversation? I mean the nature of you. Au début des années 40, le célèbre psychiatre américain Hervé Clecley étudie le cas de plusieurs dizaines de patients américains psychopathes internés en hôpital psychiatrique. Ses travaux l'amènent à sortir en 1942 Le Masque de la normalité, premier livre détaillant précisément les traits caractéristiques de la personnalité des psychopathes. Clecley explique que les psychopathes portent le masque d'une personne normale dans la vie publique. Ce masque sert à dissimuler leurs mauvaises intentions et leur manque cruel d'émotions. Ils disposent également d'un charme superficiel, qui leur permet de manipuler les gens pour arriver à leur fin. Parmi les traits principaux présents chez eux, nous retrouvons l'absence de nervosité, de remords, d'empathie et l'incapacité à apprendre d'expériences passées. Selon Clecley, là où les psychopathes se démarquent des autres patients internés est qu'ils ne sont ni atteints de psychose, telles que la schizophrénie ou la paranoïa, ni atteints de troubles émotionnels, tels que la bipolarité ou la dépression. Ce sont donc des personnes qui apparaissent comme saines d'esprit, malgré des pensées et des objectifs déviants. Au cinéma, la représentation de la psychopathie a évolué avec les définitions et les découvertes opérées en la matière. Dans la plupart des cas, elle fut représentée de manière caricaturale ou confondue avec d'autres troubles comme la psychose. Certains films sont cependant parvenus à sortir du lot et à illustrer avec justesse le raisonnement et le comportement des psychopathes dans la vraie vie. Cette série aura pour but d'analyser dans chaque épisode un personnage représentant le mieux la psychopathie, au vu des classifications des psychologues, psychiatres et criminologues. Ces analyses nous permettront de rentrer en profondeur dans l'esprit tordu de ces individus. Elles nous aideront également à découvrir quels tueurs et quels gangsters du monde réel se rapprochent le plus de ces personnages fictifs, en comparant leurs raisonnements, leurs discours et leurs actions. Enfin, nous en profiterons pour évaluer leur psychopathie grâce à l'outil le plus utilisé par les psychiatres, le PCLR. Cette grille sera disponible dans la description de chaque épisode et chacun pourra ainsi confirmer ou contester ma notation dans les commentaires. Le premier épisode de cette série est consacré aux personnages considérés par des psychiatres comme la meilleure représentation de la psychopathie au cinéma, Anton Chigurh, du film No Country for Old Men. Avant de se plonger dans sa psychologie et vous révéler l'homme réel auquel nous le comparerons, il apparaît pertinent de comprendre pleinement ce qui définit la psychopathie et de prendre connaissance du fameux PCLR. Sur les fondements des travaux de Clecley, le psychiatre canadien Robert Hart a développé un outil permettant de déterminer le degré de psychopathie, le Psychopathy Checklist, plus communément appelé PCL. Pour le créer, Robert Hart s'est entretenu avec 143 prisonniers canadiens. Il a utilisé 100 traits de personnalité liés à la psychopathie et a gardé les 22 les plus fréquents chez eux. Quelques années plus tard, il est revenu dessus avec le PCL retravaillé, auquel il a exclu 2 traits de personnalité, ramenant le nombre de critères à 20. Ces traits sont séparés en 2 facteurs. Le premier est le facteur interpersonnel. Il regroupe l'aspect émotionnel du sujet et son rapport à lui-même et aux autres. Les émotions étudiées sont l'empathie, les remords et la culpabilité, tandis que les comportements toxiques se réfèrent au fait de manipuler et mentir tout en ayant un charme superficiel. Ce premier facteur est au cœur de la psychopathie. Un score élevé à celui-ci est un indicateur fiable de psychopathie. Le second facteur concerne le niveau de déviance sociale. Il détermine notamment la propension de l'individu à commettre des crimes et à récidiver. Il décrit aussi l'absence de vision à long terme du sujet, ainsi que son impulsivité et son irresponsabilité. Il dénote ainsi l'indifférence de la personne à l'égard de la loi et des droits des individus. À ceci s'ajoutent 2 critères hors facteur d'aspect sexuel. Chacun des 20 items est donc noté sur 2, avec des notes allant de 0 à 2. À 0, le trait n'est pas présent. À 1, il s'applique. Et à 2, il est omniprésent. Les notes vont donc de 0 à 40. Aux USA, un score de 30 ou plus est synonyme de psychopathie. En Europe, ce plancher est de 25. Pour vous donner un ordre d'idée du caractère extrême de ce seuil, aux États-Unis, la note médiane de la population carcérale est de 22 sur 40, tandis que celle des personnes non incarcérées est seulement de 6,6 sur 40. Autant vous dire que les psychiatres ne diagnostiquent pas ce trouble à n'importe qui. Dans les classifications internationales du DSM et du CIM, la psychopathie n'apparaît pas. Il est cependant fait état du trouble de personnalité antisociale, qui s'en rapproche le plus. La raison est que le DSM se base sur les comportements antisociaux des individus qui correspond au second facteur du PCLR. Le PCLR, lui, y ajoute des caractéristiques intrinsèques de l'individu dans son facteur 1.
De par ces différences, seul un tiers des personnes souffrant du trouble de personnalité antisociale sont des psychopathes. De par leur déficit émotionnel et leurs comportements antisociaux, les psychopathes sont surreprésentés dans les prisons. Aux États-Unis, seuls 1% des hommes sont psychopathes, tandis que 15 à 25% des prisonniers le sont. On peut distinguer 3 causes principales: leur absence d'empathie, de peur et leur vision court-termiste. Ce dernier trait est moins connu, mais les psychopathes ont en effet tendance à surestimer les gains possibles à court terme et à négliger les risques qui y sont associés. Ces 3 facettes les poussent donc à passer à l'acte, mais surtout à récidiver. Les personnes diagnostiquées psychopathes selon le PCLR ont ainsi 3 fois plus de chances de récidiver que les non-psychopathes. L'autre fait intéressant concerne la capacité des psychopathes à charmer et à manipuler. Il a été observé que ces derniers avaient en moyenne 2,5 fois plus de chances d'être libérés de prison de manière anticipée que les non-psychopathes, alors que ce sont eux les criminels les plus dangereux. Pour les psychologues, ces psychopathes bénéficient de ces remises de peine car ils ont un certain talent pour apparaître comme inoffensifs, calmes et repentis auprès des gardes, mais surtout des psychiatres. Certains psychopathes vivent parmi nous en société et sont invisibles à nos yeux. Ces psychopathes dits fonctionnels réussissent souvent dans leur profession, bâtissent une famille et disposent d'un large cercle d'amis. Ils rayonnent dans les métiers qui nécessitent certains de leurs traits de personnalité. Parmi les professions concernées, on peut citer celles qui nécessitent d'avoir du charme, comme celles de vendeur, commercial ou publicitaire. Les psychopathes séducteurs parviennent à mentir aisément et ainsi manipuler leurs victimes en maniant l'art du storytelling. D'autres professions occasionnent un stress extrêmement élevé et forcent à être impitoyables, du fait de la concurrence féroce. Je pense par exemple au métier de la haute finance ou de la politique, où tous les coups sont permis et où la charge de travail est très importante. Enfin, la quasi-absence de peur des psychopathes leur permet d'exceller dans des métiers d'élite de l'armée comme les forces spéciales. Dans ces unités, le stress ambiant atteint des sommets lors des combats armés. L'absence de peur des psychopathes les aide à réfléchir et agir dans des situations chaotiques, et ce, même quand la mort se rapproche. De plus, leur manque d'empathie leur permet d'abattre sur ordre les cibles demandées sans hésitation. À cela s'ajoute le fait que leur quasi-absence de remords et d'émotion les épargne du choc post-traumatique, de l'insomnie et de la dépression. Peu importe les scènes horribles auxquelles ils sont confrontés ou subissent, les psychopathes dormiront toujours bien sur leurs 2 oreilles le soir, et ils repartiront au combat de plus belle le lendemain. Les psychopathes occasionnent de grands risques lorsqu'ils se retrouvent dans des métiers où ils sont armés et en contact avec des civils la majeure partie de leur temps. On pense au CRS par exemple. Recruter des forces de l'ordre psychopathes ne fait qu'augmenter le nombre de bavures. Le manque d'empathie d'un CRS psychopathe l'empêchera de percevoir l'injustice ou la cruauté d'un ordre reçu. Il appliquera alors la même violence sur des délinquants dangereux et sur des manifestants pacifiques, si c'est la consigne qui lui a été donnée. Du fait de son manque de culpabilité et de remords, gazer et matraquer des familles qui défendent leurs droits n'aura aucun impact sur sa conscience. Dans les années 90, le PCLR a prouvé son efficacité en prédisant les comportements violents et la récidive chez les délinquants. Suite à cela, les neurologues ont rapidement cherché à s'intéresser au cerveau des psychopathes. De nombreuses études ont été réalisées les 2 dernières décennies afin d'expliquer neurologiquement le comportement et la froideur émotionnelle des psychopathes. Comme nous l'avons vu, l'absence de peur est un élément fréquent chez les psychopathes. Dans le cerveau humain, l'amygdale est notre système d'alerte. Il analyse les informations récoltées par nos sens et en détermine le niveau de dangerosité. Quand une menace est détectée, l'amygdale envoie un signal au cortex préfrontal qui, lui, génère des émotions telles que la peur ou l'anxiété. Ces émotions entraînent ensuite une réaction comportementale comme la fuite ou la riposte. En 2009, des scientifiques de l'Université de Californie et de Pennsylvanie ont analysé le cerveau des psychopathes via des IRM. Ils ont découvert qu'en moyenne, les psychopathes avaient 20% de matière grise en moins dans leur amygdale que les non-psychopathes. Cela avait pour conséquence une moindre capacité à percevoir ou à anticiper les menaces. Cette carence en détection des risques était aussi à l'origine de leurs actes criminels. Prenons l'exemple d'un braquage à main armée d'une épicerie ou d'un fourgon blindé transportant du cash. Ce type de crime comporte le risque, surtout aux USA, de se faire abattre par le commerçant ou bien la police. Au vu du risque très élevé de ce type de crime, il est plutôt l'apanage des psychopathes de par leur difficulté à percevoir les dangers. Vient ensuite le machiavélisme des psychopathes.
Les signaux de l'amygdale vers le cortex préfrontal dont nous avons parlé sont envoyés par le biais du faisceau inciné. Une étude de l'université du Wisconsin a mis en lumière un lien entre les scores au facteur 1 du PCLR et l'utilisation du faisceau inciné droit. Les scientifiques ont observé un manque de matière blanche, c'est-à-dire de fibres nerveuses, au sein des personnes ayant un score élevé sur l'aspect interpersonnel du PCLR. Ce déficit entraînait une diminution de la connectivité entre l'amygdale et le cortex préfrontal ventromédian. Cela se traduisait par une plus grande propension à disposer d'un charme superficiel, d'une estime de soi grandiose, à manipuler et à mentir. Dans une autre étude datant de 2013, des scientifiques des universités de Chicago et de New Mexico ont tenté d'illustrer le manque d'empathie des psychopathes. Pour ce faire, les personnes testées ont été classées selon leur score au PCLR. Les psychopathes sont ceux ayant un score haut d'au moins 30 sur 40, noté H. Les non-psychopathes ayant de forts traits psychopathiques ont un score moyen de 21 à 29 sur 40, noté M. Enfin, les non-psychopathes classiques ont un score faible inférieur ou égal à 20 sur 40, qui lui est noté L. Il a été montré à ces individus des images de personnes gravement blessées. Il leur a ensuite été demandé de s'imaginer deux situations. La première consistait à s'imaginer comme victime de ces blessures. La seconde consistait à imaginer d'autres personnes souffrant de ces blessures. Dans chacun des cas, leur cerveau était scanné via un IRM et l'activation de leur insula droite antérieure était mesurée. Cette partie du cerveau est en effet impliquée dans la perception affective de l'empathie. Le premier résultat indiqué sur le graphique à barre verte a surpris les scientifiques. On remarque que l'insula droite antérieure des psychopathes réagissait davantage que celui des non-psychopathes lorsqu'ils s'imaginaient eux-mêmes en souffrance. En revanche, lorsqu'ils projetaient d'autres personnes en souffrance, cette partie du cerveau s'activait moins. Cela laissait entendre qu'ils ressentaient moins d'empathie que la moyenne à l'égard des autres, mais plus que la moyenne à l'égard d'eux-mêmes. Cette même étude a permis une autre observation intéressante. Le striatum ventral possède un rôle clé dans l'anticipation des récompenses et la prise de décision. Les IRM réalisés ont montré une augmentation de l'activation de cette zone du cerveau chez les psychopathes lorsque confrontés à des images de personnes en plein supplice. Une forme de plaisir était ressentie à la vue de la souffrance des autres. Ce phénomène était donc une manifestation d'une forme de sadisme. Il a aussi été constaté chez les agresseurs sexuels sadiques. Dans un autre test de scientifiques d'Harvard et de Yale, les personnes devaient choisir entre recevoir une somme d'argent à moyen terme ou recevoir une somme plus faible à plus court terme. En moyenne, les psychopathes avaient tendance à s'orienter davantage vers les gains plus faibles à court terme. Lors de leur prise de décision, les zones du striatum ventral des psychopathes réagissaient davantage que celles des non-psychopathes, impliquant une surévaluation des récompenses immédiates. Cela expliquait notamment la plus grande impulsivité chez les psychopathes, entraînant de nombreux actes de délinquance à vision court-termiste. Je pense par exemple au fait de racketter dans la rue, au vol des pickpockets dans les transports en commun, ou bien au vol à l'étalage. Ce trait de personnalité augmenterait également le risque d'addiction aux jeux d'argent comme les paris sportifs, le poker en ligne ou les jeux à gratter. Au cinéma, la représentation du mal a évolué avec la définition des psychopathes. Des années 30 aux années 50, la représentation des psychopathes se faisait dans les films de gangsters, les thrillers et les films noirs qui pouvaient comporter des femmes fatales. En 1957, un fermier originaire du Wisconsin terrifie sa région. Surnommé le boucher de Plainfield, Ed Gein est arrêté et jugé pour plusieurs crimes macabres. Non seulement le meurtre de plusieurs femmes, mais aussi le vol de cadavres et l'utilisation des parties du corps de ses victimes comme trophées ou ustensiles. Il se servait des crânes humains comme bols et de leur peau comme rideaux. En plus de cela, il utilisait la peau du visage de ses victimes comme masque afin de s'identifier à sa mère, décédée quelques années auparavant. Ces crimes ont inspiré les personnages mythiques que sont Norman Bates de Psychose et Leatherface de Massacre à la tronçonneuse. Durant les années 70, le terme de tueur en série s'est popularisé avec des cas très médiatisés comme ceux de Ted Bundy et Ed Kemper. S'inspirant de ces événements, le sous-genre des films slasher prend peu à peu forme. Ce sous-genre de l'horreur inclut un tueur en série psychopathe dont on suit le mode opératoire et dont les victimes s'accumulent durant le récit. On peut citer Halloween de Carpenter ou encore Vendredi 13. Dans les années 80 et 90, une nouvelle représentation des psychopathes se généralise, celle du psychopathe à succès. Ce type de psychopathe est quelqu'un qui a réussi professionnellement et fait partie des élites. Le plus connu étant Gordon Gekko, de Wall Street, qui incarne un manipulateur sans scrupules. Ce type de représentation a grandement influencé l'inconscient collectif en étant à l'origine d'un mythe très connu, celui du psychopathe intelligent.
Au début des années 90, un grand film a popularisé le mythe du psychopathe intelligent, Le Silence des agneaux, de Jonathan Demme, adapté du roman de Thomas Harris. Son antagoniste Hannibal Lecter y est présenté comme un médecin, ayant des goûts raffinés, faisant partie des élites et doté d'une intelligence hors norme. La réalité des psychopathes est tout autre. Aucune étude n'a prouvé que les psychopathes étaient plus intelligents que la moyenne. Une méta-analyse de 2017 de 97 études n'a d'ailleurs pas trouvé de différence majeure d'intelligence entre les psychopathes et les non-psychopathes. En revanche, il y aurait une plus grande hétérogénéité d'intelligence chez les psychopathes. Par exemple, les psychopathes ayant de hauts scores dans la facette interpersonnelle ont un QI verbal largement supérieur à la moyenne. Cela renvoie à ce que nous avons vu sur les métiers où certains psychopathes excellent. Ceux-ci se démarqueront en journalisme et en politique par exemple. Les psychopathes ayant des scores élevés en style de vie disposaient quant à eux d'un faible QI verbal. L'autre aspect concerne l'intelligence émotionnelle. Les psychopathes dotés d'un fort score en facette affective ont un quotient émotionnel faible. Ils ont en effet du mal à déceler et comprendre les émotions de détresse des autres comme la peur, la tristesse ou la souffrance. Voilà pourquoi les métiers d'aide à la personne n'intéressent absolument pas les psychopathes. Enfin, les études neurologiques précédemment citées ont mis en lumière leur impulsivité et le fait qu'ils surestiment les gains à court terme. Ils agissent en effet sans réfléchir aux possibles conséquences à moyen terme. Voilà pourquoi ils ont 20 fois plus de chances d'aller en prison. Ce ne sont donc pas des génies ultra calculateurs comme certains articles de pseudosciences voudraient nous le faire croire. Comme dans la population générale, il y a des psychopathes très intelligents et charismatiques, mais il y en a aussi d'une stupidité sans nom. Pour des raisons de narration et de captation d'audience, les scénaristes préfèrent utiliser les profils rusés et charmeurs dans leurs films et séries. Un film policier où le tueur psychopathe est idiot a peu de chances de dépasser les 20 minutes, car l'assassin sera rapidement démasqué. Les sciences nous ont donc été d'une grande aide pour comprendre ce qui faisait d'un individu un psychopathe. Les études psychiatriques ont permis d'identifier leurs traits de personnalité, mais elles sont également parvenues à prédire leur comportement. C'est le cas notamment du PCLR, qui est capable de prédire le risque de récidive chez des prisonniers. Les neurosciences ont quant à elles permis de prouver que les psychopathes avaient littéralement un cerveau différent du nôtre. Qu'il soit délinquant ou non, le psychopathe représente un danger pour la plupart des gens qu'il côtoie. Il est en effet impossible d'argumenter avec lui sur la cruauté de ses actes et sur son absence de morale. Ils sont en revanche capables d'avoir des amis, non pas par attachement, mais parce qu'ils apprécient leur compagnie. Leurs amis sont ceux qui s'engagent dans des activités à risque avec eux, les divertissent ou les font réfléchir. Autrement dit, ceux qui les stimulent. Ces avantages permettent de gagner leur respect, mais tout faux pas est lourd de conséquences. Le premier psychopathe dont nous allons parler n'est pas de ce genre. C'est un solitaire qui se fout des interactions sociales et de l'image qu'il renvoie. Nous verrons dans ce premier épisode ce qui fait d'Anton Chigurh un psychopathe extrêmement dangereux et imprévisible. Nous nous aiderons pour cela de la grille de notation du PCLR et verrons quels sont les traits de personnalité qui font de lui un excellent antagoniste.